à partager au quotidien des obligations professionnelles avec nombre de femmes ou avec des équipes féminines. Je viens des asiles, c'est-à-dire qu'il n'y a que des femmes. Avant, il y avait des hommes. Moi, j'ai connu la série homme. Maintenant, il n'y a que des femmes. Donc, c'est quelque chose qui est préoccupant et sûrement intéressant, même si on n'en tire pas toutes les ressources, puisque le carcan reste encore masculin. Et on en parlera sûrement. Hein, le masculin naïf, c'est moi. On arrive à se demander comment il est possible que les femmes aient pu accepter si longtemps de s'effacer jusqu'à disparaître sous le poids d'un masculin triomphant. Comment ont-elles pu mettre en place des stratégies de disparition? Était-ce pour continuer de survivre, de durer, ou donner la vie? Ces exigences ont pu les conduire à oublier ce qui les faisait femmes, ou simplement à tolérer de se confondre, ou de se voir confondues avec les représentations masculines relatives au féminin. Ces représentations qu'on appellera incorporelles féminins, les femmes ont continué de vivre avec, tout en se montrant actives dans leur effacement de sujet. Sont-elles en train de renaître aujourd'hui? C'est une question qui se pose, qu'on va poser. Hein. Alors j'ai présenté ça en 3 pans. D'un côté, qu'est-ce qui fait tenir debout une femme? Le deuxième aspect, ce seront les passeuses du masculin. Et le troisième aspect, ce sera du corporel à l'incorporel. Restant évident que le texte a beaucoup évolué depuis, mais que je ne vous embêterai pas avec la suite, je vais m'en rester à ces 3 niveaux-là. Peut-on soutenir des corps féminins qu'ils soient le faire-dire des femmes dans la société contemporaine, si on observe que ces corps, par leur vêture, sont masculinisés? La femme tient un discours d'homme, et il est de plus en plus vrai que sa langue fabrique du masculin. Quand de cette construction-là, la femme en sait quelque chose, qu'elle continue de taire. Peut-elle encore rester mythique? Les victimes veulent-elles des coupables, et en quoi se sentiraient-elles coupables? Les grandes féministes se dérobent à la féminité et passent à côté de la maternité. Et celles qui l'énoncent, Badinter par exemple, ou Michel Perrault, tombent le plus souvent dans ce qu'elles énoncent. Simone de Beauvoir en 1949 ou Gisèle Halimi en 1978 ont, comme le dit Badinter, dynamité la prison des femmes et créé les conditions de possibilité de la contraception et de l'avortement. Qu'est-ce que l'homme peut en dire? Revenir sur Simone Veil, qui a pu l'emporter contre Françoise Giroud, et faisant la démonstration au masculin que l'avortement légal ne pouvait être posé en termes d'égalité entre hommes et femmes, parce que c'est comme ça que le posait Françoise Giroud, c'est Catherine Eliachev qui nous le rappelle, hein, soit en termes politiques, mais posé en termes, et il le fut, de cheptel dont le masculin était propriétaire et dont il fallait protéger la santé des femmes. Autrement dit, elle n'a pas utilisé la dimension politique pour obtenir que les hommes votent la loi de 81, mais... pardon? 75. Non, oui, 75, pardon, excuse-moi, je perds un peu là. 75, mais il a fallu qu'elle utilise la question de la santé, en montrant aux hommes que leur cheptel avait besoin de rester en santé, en bonne santé, en luttant contre l'impératif des aiguilles à tricoter, qu'elle a obtenu, parce que les hommes voulaient garder leur cheptel sain, donc elle a obtenu la loi sur l'avortement. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'elle en a beaucoup. C'est son expérience d'ailleurs à Auschwitz qui l'a conduit progressivement à s'isoler de ses proches, d'abord avec Antoine et puis les copains qu'on suivi, c'est-à-dire toute la famille gaullienne, enfin tous les gens qui la connaissaient. Elle s'est progressivement isolée parce qu'elle était convaincue de ce qu'elle disait, c'est-à-dire que le statut féminin n'avançait pas. Autrement dit, les femmes pouvaient être des créatrices, elles étaient quand même de sexe féminin. Elles étaient des hommes de sexe féminin. Pour Simone Veil, c'était ça. Je crois que c'est garder ça à l'esprit, ça me paraît tout à fait intéressant. On voit à quel point l'idée de Freud attribuant d'emblée le masochisme aux femmes est loin de la pensée de la ministre des années 75. On disait même alors que ce masochisme était l'expression de l'être féminin qui se trouvait décliné en masochisme moral, masochisme primaire, masochisme érogène, renvoyant à une mise en scène infantile de situations caractéristiques de la féminité. La signature étant être castré, être coïcoté ou enfanté, enceinte, disait une de nos détenues. Aussi bien, dans ma pensée à moi, la passivité masochiste serait le signe de la féminité, l'activité sadique, la marque de la virilité. Mais là, je rappelle que l'école freudienne m'a épinglé en me rappelant que ça valait autant pour l'homme que pour la femme, qu'il n'y avait pas de distinction de ce côté-là. Donc je le précise, puisque... Alors, à penser un dialogue Portaïs, Sade, sur le terrain de la propriété, rien n'est vraiment assuré.
Sade est dans la souffrance et son instrumentalisation des corps vaut bien celle du patrimoine et de la propriété chez son détracteur. Ce qui les unit est la possession, ce qui les sépare est la jouissance. Pour le premier, Portalis, jouir de ses biens meubles en père peinard. Le second, Sade, jouir des corps en vieillard finissant. Plus qu'écouter les hommes, on peut se pencher du côté féminin en se disant que ces femmes sont peut-être les moins mal placées pour parler du masochisme, de l'être femme, dont se sont emparés les hommes, pour en dire quelque chose en leur nom. On sait bien que ce qui a tenu Freud debout et jusqu'au bout, ce furent les femmes. D'abord Martha, son épouse, et Mina, sa belle-sœur, aussi ses filles et ses continuatrices, aussi actives que généreuses. Je ne donne pas de nom. On sait aussi que si Freud cite si peu Sade, c'est qu'il a sûrement craint le cynisme désespéré du petit marquis et ses 29 années d'enfermement, lui qui le fut sadique avec ses frères, ses filles et ses confrères, il faut le rappeler. Pour Michel Foucault, par exemple, l'origine du crime de Pierre Rivière, le parricide aux yeux roux, se trouve dans le trop grand cas fait à la femme, sa mère, aux sœurs, les siennes, dans les humiliations faites à son père. Michel Perrault, notre historienne du féminin, se demande d'ailleurs si Pierre Rivière délire ou s'il anticipe sur la situation des pères que nous connaissons désormais, c'est-à-dire leur évacuation. On y reviendra. Une telle interrogation mérite un minimum d'attention. En cela qu'on sait bien que le rapport de la femme, le rapport au corps de la femme, s'il crée de la vie, fabrique aussi la mort. Et là, je pense à mon expérience du féticide, félicide, infanticide, jusqu'au parricide, la population du pavillon Quentin à Salpêtrière, où on rencontre toute cette faune qui est intéressante d'ailleurs. De tout cela, et pour en avoir observé les mouvements ou repéré les étapes qui conduisent de la désérotisation de la femme à l'infantilisation du masculin et à la pédophagie comme aboutissement transitoire, on pourrait se demander pourquoi cette prolifération de textes législatifs et réglementaires, pour la plupart contradictoires et inapplicables. Les réponses évoquées par Deleuze, juste avant l'entrée dans la crise économique ou conjointement, concernent la faiblesse de l'État et l'importance de plus en plus étendue prise par la société civile à l'intérieur des institutions républicaines. L'abolition de la peine de mort en 1981 et la remise de la veuve au débarras sous la tour carrée, en libérant les corps et en donnant aux citoyens une responsabilité directe sur la vie, n'y est pas pour rien. D'autres conséquences en résultent. Devenir aussi raison touche à la féminisation des corps de métier, notamment le corps des magistrats et le corps médical, aboutissant à une sorte de contrôle des corps, transformant la loi pour Foucault en instrument de gouvernement. C'est à coup de loi qu'on gouverne. Il y a glissement. La loi est devenue un langage nouveau qui tend à se substituer à l'usage de la parole, créant alors un corps unique et consensuel, uniformisant les différences et chassant les singularités, confondant les sexes et les générations jusqu'à les rendre indifférenciés, écrasant les hiérarchies au profit des servitudes beaucoup plus visibles, car non absorbées et non utilisées, par ce fait que l'intimité tend à disparaître, projetée qu'elle se trouve être sur une place publique, aveuglée par son avidité, au nom de la visibilité en montant, on disait glasnost. En la circonstance, c'est gentil, merci. En la circonstance, la femme s'y voit projetée, elle se voit dénudée au nom de la transparence et de la pudeur nécessaire. Toute chose la conduisant à se réfugier, ou plus simplement à prendre place dans des institutions dont il faut rappeler qu'elles sont faites par le masculin, pour lui, et longtemps mises par lui, seul en application, et qu'elles ont fabriqué des valeurs et dessiné des symboles dont la signature, derrière les hommes, est authentiquement masculine. La femme se voit sommée de tenir un langage masculin pour entrer puis se maintenir dans ce qui fait le corps des hommes, la langue dans ses institutions. Là où il y aurait perversion ou détournement, c'est que les femmes croient entrer dans ou établir une relation contractuelle avec le sexe masculin par les institutions masculines. Et ces dernières ne sont pourtant pas dans ce partenariat-là. Les hommes feignent de croire, ou le croient vraiment, que les femmes sont dans ce contrat et le lui font croire. On est dans un jeu de dupes, et quand elles la partagent, cette croyance, elles se transforment en mère, elles deviennent mère et le masculin petit garçon. On entre dans un principe de dérobade où le masculin paraît toujours renforcé, une dérobade qui se joue du lien entre le réel et le symbolique,
et met en place cet autre lieu des représentations, introduisant les revenants de l'histoire. Il est fréquent de percevoir dans le discours des hommes en âge de procréer et d'entretenir des érections, chez les tenants du masculin en voie de bromurisation, un qui peut plus, peut moins, une hiérarchie des choses qui renvoie à la mère. Or, si on est attentif aux femmes, on relèvera l'existence d'une échelle des valeurs un peu différentes à type de qui peut plus, doit plus. Est-ce la conscience du maternel qui fait la différence? Et il y a bien derrière la femme la mère potentielle qui se profile et qui s'ouvre un espace sur le don féminin, l'abandon masculin. Et il y a du fils dans cette affaire-là. Surgit se faisant une nouvelle distinction, l'essentialisme ferait le féminin, là où l'existentialisme relèverait du masculin. Chez les premières, l'essence précéderait l'existence, c'est les termes sartriens. Chez le second, l'existence précéderait l'essence. Voici les termes d'un premier débat. Dans ce contexte, les mots essentialisme et existentialisme sont à définir, bien sûr. Le prétendu expert, c'est moi, est ici en situation statutaire de brouilleur de code, de passeur clandestin des frontières, non seulement entre médecine et psychiatrie, psychiatrie et justice, entre féodalité et psychologie, mais encore entre les hommes, les femmes et les enfants. Toutes choses qui le font entrer dans le camp des insurgés, que, quand il entend parler du masochisme et du féminin, alors qu'il sait bien, lui, que ce ne puissent être que des femmes, des Vénus à la fourrure, disait Deleuze, dont il soit question. Les femmes peuvent-elles se masculiniser malgré leurs tentatives? Les quelques hommes qui errent entre elles, totalement hagards, essaient en vain tous les stratagèmes pour tenter de les attirer dans les raids de masculins. Ils prennent la parole, lancent des anathèmes, énoncent des règles, crient au statut, énoncent et dénoncent en termes masculins d'où les chairs faites pour les hommes. Cela ne change rien. Les femmes sont femmes et le reste, qui savent bien que si De Gaulle leur a donné le droit de vote, ce n'était ni pour satisfaire aux exigences de Mme Gendron, son épouse, ni pour plaire aux femmes, mais pour barrer Maurice Thorez, prédécesseur de Valdez-Crochet, c'est-à-dire affaiblir les communistes par le vote des catholiques pratiquantes, les femmes de la précaire, du climat, Pépin, donc Camilo, rappelez-vous, hein, ce sont vos soirées et les miennes. Les passeuses du masculin, donc j'attaque mon deuxième pan, les passeuses du masculin. Car les femmes se sont trouvées et se trouvent confrontées à deux obstacles qui ne sont assurément pas sans bénéfice. Elles doivent défendre les valeurs masculines, celles qu'elles tiennent du discours de leur mère à propos de leur père, un homme, et qu'elles transmettent nécessairement leur progéniture. Elles doivent renier leurs propres valeurs de femmes par ce fait qu'elles promeuvent les valeurs masculines des conditions de maternité dans lesquelles le masculin les enferme. C'est sûrement dans cette acceptation qu'il faut comprendre que lorsque la femme peut plus, la mère doit encore plus, là où l'homme qui peut plus peut moins. Les femmes sont-elles leur propre ennemi pour soutenir le masculin? C'est à ce point d'articulation qu'apparaît la psychanalyse, le psychanalyse restant masculine par nécessité féodale et corporatiste, le recours aux politiques ou l'accès à la cité au travers des institutions qui ne leur facilitent sûrement pas cette accession. Non seulement les hommes peuvent ralentir cette entreprise, mais les femmes elles-mêmes sont les plus entreprenantes à faire blocage à leurs congénères. Freud, pour la psychanalyse, entre Martha, son épouse, et Mina, sa belle-sœur, se reposait d'abord sur les femmes. Elles sont surtout ses continuatrices, plutôt nantis, qui l'ont tenu debout. Quant aux hommes, qu'il s'agisse de son père, de ses frères, son cadet précocement décédé, et le dernier délibérément ignoré, qu'il soit question de ses fils, de ses confrères ou de ses élèves, on doit rester dubitatif sur les liens qui pouvaient les unir. Les hommes se sont emparés de la psychanalyse. Elle est pourtant résolument femme. Les femmes considérant, elles, les hommes comme anciens enfants, ne mettant guère en question leurs prérogatives. Ne sont-elles pas des passeuses de masculin à l'égard de ces enfants qui tournent autour de leur jupe ou se perdent dedans et cherchant une illusoire légitimité? Les hommes, de ce point de vue, ont quelque chose à dire et de la femme et de cette mère porteuse d'un discours masculin, c'est-à-dire d'une langue qui fait précisément le masculin. Qu'est-ce qui peut bien faire que les hommes restent silencieux sur ce mouvement constant de la femme et de la mère qui agite le féminin et infléchit le masculin?
Cette dialectique peut-elle s'interrompre et ouvrir à d'autres perspectives? Les circonstances de l'histoire, un peu les femmes elles-mêmes, ont extrait l'intimité des alcôves pour la propulser sur la place publique, une place publique masculine en ces institutions encore démocratiques, à tout le moins républicaines. La femme en creux a gagné du pouvoir, un pouvoir de la femme en creux qui a obligé l'homme, tenant du pouvoir masculin en plein, de lui faire une petite place, une toute petite. L'alcôve à côté du lit y a gagné quelques lettres de créance. Mais cela, cette transparence, placée sous le regard masculin, a-t-elle vraiment changé le fond des choses et transformé l'alchimie qui paraît encore aujourd'hui comme figée? C'est quand même pas sûr. Ces femmes qui sont les tenants d'intimité, de la compréhension de l'humain et de l'épaisseur du lien, sont aujourd'hui les premières à réduire les espaces de subjectivité. Alors qu'on pouvait s'attendre à une individualisation du lien, le féminin, matériel, à oublier le second terme, se masculiniser sans frein et se montrer plus masculine que le masculin, au risque même de sa propre clinique de soignante. C'est elle qui soigne les hommes. Si la scolarisation des filles, rappelle Michel Perrault, s'est opérée dans le primaire dans les années 1880, dans le secondaire autour de 1900, leur entrée à l'université s'est faite entre les deux guerres et massivement après 1950. Elles y sont aujourd'hui plus nombreuses que les garçons. Cela a-t-il modifié les couleurs du ciel sous lesquelles se rencontrent masculin et féminin? Rien n'est vraiment sûr. Est-on vraiment sûr d'abord que l'accès à l'université se soit démocratisé depuis cette époque d'après la Deuxième Guerre mondiale? Les enfants de sexe masculin, fils de notables dans l'acceptation de la Deuxième République, de la Troisième République, sont toujours les plus nombreux dans les écoles de la République, lieu de formation des élites. Quant à l'université, devenue éponge et salle d'attente, elle absorbe. Les gens sont-ils moins démunis, diplôme ou non en poche, à la sortie de ces universités, là où les grandes écoles viennent parfois se compromettre? Qu'y a-t-il? Oui, il y a des femmes à l'université, et elles y travailleraient plus et mieux que les hommes. À quel prix, dans quel but? L'université a-t-elle vocation à fabriquer des professionnels? Je parle de mai 68-69. Tous les rapports de commission portant sur ces questions sont restés en suspens. La plupart remettent en question les disciplines qui n'ont pas de débouché, sociologie, psychologie, sans vraiment savoir de ce dont ils parlent et sans savoir surtout si en psychologie déboucher à d'autres sens que de faire sauter ce bouchon sans tenir compte du fait que ces disciplines sont essentiellement féminines et que tous les rapporteurs évitent soigneusement ces questions. Dans un climat électoral où pour la première fois une femme pouvait être présente comme candidate au présidentiel, la question des femmes, de la place de la femme exerçant un pouvoir en plein qui ne serait pas la reproduction, imitation du masculin, cette question-là n'est pas abordée. Celle d'user de l'argument « je suis une femme et c'est pour cette raison que je me présente », non pas uniquement parce que je suis comme un homme, en plus ou moins compétent. Qu'est-ce qui peut bien conduire les femmes à se cacher, à cacher du maternel, à vouloir dire le fonctionnement de l'intimité des alcôves, à vouloir le brandir sur la place publique tout en s'efforçant d'en réduire les effets? Les procès d'aujourd'hui nous apprennent tout ça. Cette contradiction est-elle en lien avec un maternel qui ferait frein au féminin? La femme ne peut être une élue qu'en creux pour que l'homme le soit en plein et ne soit pas mis au panier, ce paradoxe de la femme. Elle est de plus en plus présente dans la société civile et dans les institutions. Si elle devait être comme le masculin en plein, qu'apporterait-elle? En creux, en revanche, on peut observer ce qui fait barrage et se trouve actuellement repérable. Alors, quels sont les tenants de l'intimité, de la subjectivité, du capital d'émotion? Elles sont moins ce dont était crédité au temps du règne des alcôves, désormais elles surenchérissent sur le masculin et deviennent encore plus intolérantes en ce qui touche à l'intime. Elles paraissent même frappées du déni de subjectivité au risque de créer des effets qui se retournent contre elles, alors qu'elles pouvaient s'en servir pour affirmer la place de la femme dans la société contemporaine. La femme en plus, la femme en creux en plus, dont ce plus pourrait aussi être synonyme de responsabilité féminine qu'elles assument par ailleurs. Certes, les mouvements féministes ont connu une grande période d'activité. Choisir la cause des femmes en 1978, ce mouvement n'est d'ailleurs pas vraiment éteint, et il faut penser que les femmes, parce qu'elles ont trouvé un équilibre tout à fait relatif
sur le plan sociologique, sont devenues extrêmement discrètes. Entre ce qui s'est passé, les MNAC en 1969 avec mes sœurs, où je me faisais jeter, et puis le mouvement Debout à la République, où on parlait des femmes, où je me faisais jeter, les choses n'ont pas changé. C'est-à-dire que les femmes ne veulent pas d'hommes, mais elles ne nous ratent pas quand même, hein, c'est important. Or, cette extension, je reviens là-dessus, cette extension des travaux de Simone de Beauvoir en 1949, où le deuxième sexe a enfin gagné en statut non garanti, ce qu'il perdait de l'autre, du côté d'un maternel qui ne paraissait guère préoccuper la philosophe et fut parfois bien éloigné des préoccupations féministes, c'est ma mère qui parle, aboutit surtout à une impasse du côté des éloignés, et des enfants, dont les valeurs deviennent sacrées, alors que celles des adultes s'affaissent. C'est dans ces impasses-là, conjuguées aux sorties des rebelles du lit, qu'il faut comprendre des nouvelles luttes de femmes, notamment à propos des violences dans les couples, à propos des violences conjugales et des viols dans les couples mariés, pacsés ou en concubinage. La femme hier est compassion désignée comme victime, et les hommes, agresseurs potentiels, menacent le foyer, les enveloppes d'abord familiales, puis corporelles. Ils personnifient les fractions, une personnification soutenue par les médias, puis écartée des canaux médiatiques, mais qui est ensuite venue envahir d'abord les commissariats sous forme de main courante, ensuite de garde à vue, enfin les lieux de détention, naturellement les prétoires. Que je vous dise que mon épouse est magistrate ne vous étonnera pas, que j'ai passé un bon pan de ma vie aux UCMJ de l'hôpital de Courcouronnes ne vous étonnera pas non plus. Mais on voyait quand même des curieux phénomènes et des curieux policiers. On ne dira rien, mais c'est comme ça. Mais rien n'est dit sur les origines de cette violence appelée conjugale et désormais courante. Le viol entre époux, notamment, devant les tribunaux civils, en demandant réparation et indemnisation, rien n'est dit sur le recours des hommes aux actes de violence pour se protéger des violences psychologiques qu'ils subissent dans les alcôves et qui précisément remettent en question une intimité, un lien direct, nourri même par le rapport au corps. L'intimité, c'est le rapport au corps chez l'homme, là où se confond corps de mère et corps de femme, corps de sa mère et corps de cette femme, possiblement mère, rapport à un corps brouillé qui fait précisément l'intimité, et que les femmes, en le brisant, mettent assurément les hommes en situation de fragilité. Peut-on parler de violence objective dont la femme est victime et de violence subjective dont l'homme est la victime? Demander à la justice d'intervenir dans ces liens singuliers, n'est-ce pas lui demander de prendre la responsabilité des accouplements? Demain, l'homme contre la femme se verront-ils légitimement fondés à demander l'expertise psychologique de leur partenaire avant d'aller plus avant dans leur choix et pouvoir en rejeter la responsabilité sur les institutions en cas de raté? Pour être menaçante, cette hypothèse n'est pas extravagante. Remettre le rapport au corps entre les mains des autorités et on s'en lave les mains de ce qui fait la vie. De quoi ne se lave-t-on pas les mains, vous n'aurez pas, mais cela revient à offrir aux compagnies d'assurance un nouveau marché. L'expérience de l'expertise et des suivis au long cours ne permet pas d'évacuer cette question de l'existence d'un lien entre la bascule dans le rapport au corps, auquel le professionnel est régulièrement confronté, et l'avènement de la femme par sa présence dans les corps constitués et la féminisation plus générale. Il y a une bascule marquée par une judiciarisation des comportements orchestrant les relations des hommes et des femmes et une inclinaison à la pénalisation de la vulnérabilité, d'abord physique, visible, puis plus spécifiquement psychologique, invisible. Abus, faiblesse, nécessitant de réactualisation des barèmes d'indemnisation, véritable seuil marquant l'entrée dans une autre approche de la responsabilité citoyenne, en ajoutant que ces barèmes d'indemnisation, on les travaille aux invalides parmi les militaires. C'est les militaires qui sont les chefs d'orchestre des indemnisations, il faut quand même leur tenir. Hein? Voilà. À qui désormais appartiennent les corps? Et de quelle instance relève-t-il? Aborder cette question des corps, de l'appropriation et de la possession des corps, du contrôle des corps, du rapport de la femme et de l'homme à leur propre corps puis du corps de l'autre, ne peut s'envisager qu'eu égard au corps des institutions qui orientent, sinon dictent ces rapports-là. Le plus souvent aussi les dévoilent. C'est dire ici l'importance du lieu d'où on parle. Jusqu'à hier, les alcôves tenaient parole, car à côté du lit, elles étaient institutionnalisées. Ce n'est plus le cas.
C'est pourtant en ces lieux que s'observait hier et continue de s'accomplir, en ne le cachant plus, tout ce qu'il y a de violence chez les hommes, chez les femmes, chez les enfants et à propos d'eux, justement. Le bruit fait autour des violences dont les femmes font l'objet, l'intensité des violences qu'elles subissent et qui croissent avec les préoccupations médiatiques du moment, doit être mis en perspective avec le silence dont les hommes sont entourés à propos de ces mêmes violences qu'ils font subir aux femmes ou qu'eux-mêmes subissent. Victimes contre agresseurs, femmes contre les hommes, jeunes malentendus où les armes, les cartes ne sont pas les mêmes, où les arguments de comparaison sont tronqués par ce fait. L'expérience le révèle, parfois que les victimes, quelles qu'elles soient, recherchent rarement un coupable. Les couloirs des consultations médico-judiciaires reçoivent en confidence que les hommes sont les obsédés du sexe, les femmes obsédées de la propriété, de la maternité et les enfants des enjeux accidentés. Mais peut-on parler du sexe de l'homme, de la propriété du corps chez la femme et du produit qu'est l'enfant dans ses couloirs, prolongement naturel des alcôves dans le forum? Je dis cela parce que généralement, on reproche aux hommes de tuer leurs femmes en matière d'adultère. C'est les statistiques. Mais on reproche aux femmes de attaquer leur rival, voire de tuer leur rival plutôt que leur bonhomme. Donc c'est quand même très intéressant de noter qu'on attribue aux femmes la propriété. Elles s'approprient l'homme et veulent le garder, elles le défendent contre la rivale, alors que l'homme, lui, il y a de la femme, il y a de lui, pardon, dans leur femme, et c'est un peu lui qui les tue en tuant leur femme. Bon, ce sont des statistiques, c'est les travaux de Rome et de Kotler, c'est discutable, mais enfin ça tient quand même. Hein, c'est ce à quoi on est confronté. Alors ce brouillard fait apparaître un autre voile, celui du rapport de l'homme au père et de la femme à la mère, dans une figure inversée où la mère écrit de l'homme, là où la femme écrit du père. Tant il est vrai que la femme, en faisant du père, lui impose du père à elle, tenu par la langue de sa mère, et que la mère qui fait de l'homme en appelle à son propre père pour échapper à son homme, le père du fils qu'elle transformera en homme. On est ici dans le dérapage, c'est dans ce dérapage-là que s'échafaude et parfois se réalise ce qui se rapporte à l'avortement. Peut-on pour autant promouvoir une politique de préservation des alcôves et infliger aux mères qu'elles disent quelque chose du père à ses enfants, père des enfants, sans se prendre dans les filets de son père à elle? Je reviens sur Simone de Beauvoir qui a montré qu'on ne naissait pas femme, mais qu'on le devenait. Elle est restée discrète sur la maternité, c'est là où ma mère lui en voulait, sur le devenir mère, sur le passage du statut de fille de sa mère, mère de sa fille. Or, à écouter les femmes, il n'y a pas de place pour l'homme, pour le masculin dans un tel passage, et y compris quand c'est du masculin dont il est question, et guère de place pour le féminin dans le discours que l'homme tient sur la femme. Encore aujourd'hui, quand les hommes parlent des femmes, ils ne parlent guère plus d'une femme qui pourrait s'y reconnaître de la même façon que les femmes, quand elles parlent des hommes, offrent pour les hommes un point de reconnaissance. La femme, entendue mère, est prise dans le discours des hommes, c'est ici leur langue masculine, et la femme adhère à cette langue-là. On voit ici dans quel piège les féministes, sous la houlette de la conception sociologique du deuxième sexe, sont tombés ou sont plus vraisemblablement encore enfermés. Le reproche qui était fait par les femmes des années 50, c'était quand même que Simone de Beauvoir avait une conception sociologique de la femme, pas de la mère, de la femme tout à fait conforme à celle que promouvait Jean-Paul Sartre dans ses excès et comment Simone alimentait son plumard. Il y a un aspect quand même qui mérite d'être levé, même si ce n'est pas écrit dans la grande histoire, la petite histoire est marquante quand même. La femme est aussi un sujet en mutation, un sujet de transformation, la métaphore d'un mouvement qui transcende ce qui fait les hommes pour relever du sacré. Le féminin tient du sacré. C'est pas moi qui le dis, c'est Catherine Clément. Et à ce moment-là, ce féminin-là, le masculin comme le féminin se trouve assujetti. Car ce qui fait l'homme, la femme est féminin, c'est-à-dire un insaisissable qui se dérobe à chaque instant entre femme et mère, un insaisissable qui fait attraction et qui nourrit l'appétit, ce qu'on vient de nommer libido. Dès lors, on comprend mieux la pensée bourdieusienne à qui on prête de faire taire le féminin. En fait, il n'a pas à la faire taire. La femme souscrit volontiers à cette domination. Plus, elle y reste indifférente. Peut-on là souscrire à cette position?
Interrogeant Simone de Beauvoir, qui parle de réhabilitation du maternel, entendu comme mouvement d'un point à un autre, comme lien en voie de tissage, comme climat d'attente en quelque sorte, peut-on réhabiliter le maternel? C'est donner place au corps de la femme, entendu comme lieu de possibilité des transformations, à l'instar des institutions républicaines, des terres d'accueil, ou ce qu'on appelait les patries. Le corps féminin entre femme et mère, lieu d'accueil, terre, patrie du masculin. Et c'est vraiment du passé. Voilà, donc je vais rentrer maintenant dans la troisième phase qui est du corporel et de l'incorporel, en gardant à l'esprit que derrière ça, il y a plein d'autres choses qui viennent que je ne vous présenterai pas, parce qu'il y a un temps à respecter. En tout cas, c'est du corporel et de l'incorporel, en prenant le risque de traiter cette question de l'appropriation du corps et de ses embrouilles, le clinicien fait apparaître au cœur de l'actualité une question déjà ancienne et jamais aboutie, celle du corps humain, du statut juridique du corporel et de l'incorporel, soit une préoccupation déjà ancienne et qui court de Platon à Lacan. Faire basculer la prévalence accordée au corps physique et à son organisation pour envisager l'influence de ce qui n'est pas visible, de ce qui n'est pas non plus corporel, et ce quand cet incorporel se fait agissant. Et si je retiens de l'incorporel qu'il est la femme dont on parle, tant du corps, je me demanderai où il a bien pu passer ce corps-là, sinon dans les préoccupations anatomiques du masculin. Il convient ici d'apporter quelques précisions. Demandons-nous-le tout de suite. Le corps humain est-il une personne? Est-il une chose ou un bien meuble? Voire même, et à l'instar du placenta, est-il un déchet? Dans notre perspective, ce déchet, comme annexe du fœtus et relais de ce dernier au corps de la mère, est un organe autonome dont on se débarrasse au temps de venue au monde du nouveau-né. Quel est son destin? Son devenir, y compris dans le futur du nouveau-né, définitivement séparé de celui avec lequel il a pu cohabiter durant plusieurs mois. Cette séparation, considérée comme un abandon, peut se définir comme une faille ontologique, Agnès me pense à quelque chose, un manque primordial au fondement de l'être. L'incorporel, pour dire les choses autrement, c'est ce vide, ce manque, ce qui prévaut de l'enfant qui reste en moi et qui oriente ma manière d'être. Ceci est mon incorporel. Il voisine et accompagne le corps physique, le corps humain, tel qu'il est admis, ce corps visible, régi et glorifié par le masculin. Quelle place occupe ce faisant l'incorporel au féminin? Existe-t-il seulement? Il est placé sous le primat du masculin, du matériel, alors que son immatérialité fait surgir le manque et la peur d'en manquer, c'est-à-dire la dépendance et l'addiction. On comprend mieux ici la peur du masculin et les artifices qu'il met en œuvre pour la surmonter en neutralisant notamment l'incorporel féminin. C'est là où il convient de s'interroger à propos de cette logique inattendue en introduisant une question rarement formulée, celle de l'incorporel corrélative du déterminant, du manque et du désir que de nombreux institutionnels rapportent au jeu de taquin, celui de notre enfance, au temps des apprentissages de l'alphabet. Rappelez-vous ce jeu de pouce-pouce que vous aviez dans les années 60, enfin pour les plus jeunes, hein, ce jeu où il y avait des lettres et il y avait toujours un trou qui permettait aux autres lettres de circuler, on pouvait écrire des noms ou des chiffres, enfin, mais quand le trou il existe toujours, on le retrouve voilà. Sur Internet. Voilà, c'est ça, mais il coûte 2 €. Hein. Et donc, si vous bouchez le trou, vous ne pouvez plus bouger. Autrement dit, s'il n'y a pas de manque, vous êtes paralysé. Il faut qu'il y ait du manque pour que ça circule. Mais là, il avait trouvé ça. C'était Lyode, un mathématicien, en 1798, qui avait inventé en 1898, qui avait inventé ce jeu. Et Lacan a sauté dessus pour nous parler du manque. Il ne l'avait pas dans sa poche, mais je l'ai déjà vu, c'est pour ça que je le dis. Hein, bon, la démonstration est constante que les choses incorporelles peuvent vivre en dehors du corps physique, et ceci en ébranlant les bases sur lesquelles la pensée des juristes occidentaux est construite, celle d'une logique médico-corporelle, d'une orientation biologique matérialiste, fermant la porte à toute autre alternative. Comment donner une conception qui ne soit pas matérielle de l'homme pour soutenir ce qu'il y a d'humain dans le vivant organique? Comment concilier la matérialité de l'homme avec ce qu'il y a en lui d'immatériel? Comment le corporel peut-il s'articuler avec l'incorporel sans réduire au corps physique ce qu'il y a d'humain en nous? Car il faut y insister. La séparation du fœtus et du placenta laisse choir ce
ce que le psychanalyste gynécologue Bernardis nomme objet primordial. Un objet qui réapparaît auprès du nouveau-né et que les professionnels nomment objet transitionnel. Vous voyez comme quoi le déchet qui a été mangé dans notre culture réapparaît avec Winnicott comme objet transitionnel un petit peu après, mais il était quand même déjà là. Un objet corrélatif d'attachement du bébé sans qu'on sache s'il s'agit d'une dépendance à l'objet primordial ou à l'objet mère. On est dans l'incorporel, un incorporel qui poursuit son cheminement, son développement ultérieur dans le passage de la mère à la femme, un féminin qui prend les couleurs du golem, c'est-à-dire une fabrication masculine symbolisant ses manques et occupant sa faille ontologique. On peut retenir qu'il conviendrait d'envisager l'union du corporel et de l'incorporel, celle du corps physique avec le corps psychique, avant de penser le corps humain comme entité. Ceci autant avant la naissance du placenta comme double mort, qu'après la naissance au temps de la mort. Sépulture comme point de sacralité du corps, toute chose obligeant à garder l'esprit, celui du droit, que placenta comme corps sont des déchets. Alors, l'être humain est-il propriétaire de son corps? Oui, répond le droit. Non, répond la conscience liturgique, dont il faut se rappeler du poids qui est le sien dans les distinctions que médecine et psychanalyse. On fait. La doctrine française du droit refuse d'avouer la réalité du corps parce que ces doctrines se sont investies d'une mission, celle de faire en sorte que le corps humain ne devienne pas une marchandise et soit apprécié comme tel en dehors des lois du marché, traite les corps humains. Ceci est d'autant plus intéressant que la possession des corps, de mon corps, comme la possession du corps d'autrui, que ces possessions tiennent du sacré et sont, ce faisant, inaliénables. On voit combien la question du corps, traitée par la psychanalyse, se heurte à l'histoire juridique des corps. Une histoire arbitrée par l'administration publique elle-même, embrouillée dans les règles de la coalition médico-religieuse. De leur lieu d'exercice, les cliniciens l'ont montré, ils sont prêts à regarder le corps comme une réalité globale et sont préparés aussi à considérer le sang dans un bocal, le sperme dans la neige carbonique, le membre séparé du corps, même celui de Merleau-Ponty, ou encore l'organe attendant une greffe comme relevant de la totalité du corps. D'autres questions surgissent alors. Quel est le statut juridique de l'élément corporel séparé du corps? Si on me vole la main, quel est mon recours? C'est une question embarrassante. Le corps pris dans sa globalité est membre ou organe séparé. Partage-t-il une même destinée? La séparation du statut de la personne avec celui de la chose confère-t-elle au membre, à l'organe, le droit de se voir apprécié comme une marchandise? Voilà pour ce qui me concerne les grands apports de ce que je crois être la psychanalyse à cette question ambitieuse de la possession, appropriation des corps, du passage aussi d'avoir un corps ou être un corps. En se gardant d'être les dupes de l'apparence et du semblant à laquelle nous invite la prégnance de ce qui n'est pas visible sur le visible, ou l'influence de l'incorporel sur le corporel, un incorporel qui n'a pas encore rencontré le droit, mais que le droit ne pourra guère plus longtemps tenir à distance, on voit bien qu'il ne suffit pas d'avoir un corps, il faut encore lui donner corps, le faire consister. On entre là dans le registre de l'imaginaire, dans l'ordre imaginaire qui touche à l'image du corps et produit une hiérarchie du même nom, en ouvrant un chemin pour la circulation des symboles entre cet ordre imaginaire et la réalité du corps. On peut en somme en inférer cette proposition de psychanalyste qu'avoir un corps, c'est pouvoir articuler un nom à une image et croire qu'on l'a, ce corps-là, que j'appelle le second corps, dans lequel s'incorpore le corps physique. Je n'ai pas encore dit du corps physique masculin, le corps en plein, qui s'incorporait dans le corps psychique féminin en creux et qui le faisait tenir. Voilà, je vais bientôt m'arrêter. Vous l'avez bien compris, quand je parle de l'incorporel, du deuxième corps, de corps psychique et de ses incarnations, je veux dire que ce corps évolue sur un autre territoire que seulement celui du corps physique, de celui de la première vie à laquelle sont accordées une importance démesurée. Je fais ici allusion à la seconde vie, celle dont parle François Julien et nos séminaires du CIPA, de cette au-delà d'une limite à partir, j'irai même plus loin, je parlerai de changement de registre, puisqu'on est en plein dans le symbolique. Hein. Donc, je ne vais pas vous embêter plus. Voilà, donc, à ce stade, je voudrais me demander si les bourreaux sont des hommes comme les autres, et si leurs victimes elles-mêmes le sont également comme les autres. Se profile ici la question du féminin. Tous deux sont-ils des humains comme les autres? Autant d'interrogations naïves de façade et qui placent le tenant de cet exercice dans une posture impossible.
Haïr les bourreaux ne conduit pas à idéaliser les victimes ou à les sacraliser, soit encore à victimiser les premiers et à héroïser les secondes. Une situation désormais devenue préoccupation majeure, enjeu de société ou société confuse. Il n'y a pas de réponse au sens absolu. Non, on peut s'interroger sur l'établissement des faits freudiens 1906, sur ce qui se passe sur la scène du social et des liens sociaux d'une part, et de l'autre ce qui se déroule sous la scène, jeu d'influence sur un déroulement qui puisse éclairer le spectateur, celui des cours d'assises par exemple, c'est-à-dire le citoyen. C'est aussi mon postulat quand je me propose d'user du féminin pour rapprocher le masculin dans les liens que l'homme peut entretenir avec la femme, ce que la femme transmet en creux de son expérience du masculin. Qu'est-ce donc une femme pour un homme? Que nous dit la femme du masculin? Bon, je crois que je vais arrêter là, si vous voulez bien, pour vous dire quand même que hier, j'ai fait un exposé sur Camille Claudel, dans son union 2 siècles précédents avec Artémisia, vous savez, la première femme peintre. Et ce qui était intéressant de comparer ces deux génies, au fond, c'était leur difficulté, les 30 ans d'hospitalisation de Camille Claudel, notamment dans le verbe où la folie qui a pris Artémisia quand elle a vu son père décroître, relève de ce qui a été dit au XVIIe siècle et qui peut se dire encore maintenant. C'est qu'on reproche à la femme d'être un homme de sexe féminin. C'est très important parce qu'aujourd'hui, on est encore là. Quand on regarde du XVIIe jusqu'au XXe siècle, on voit comment Ségolène Royal, la première femme candidate à la magistrature suprême, ou Marine Le Pen, la première femme à la candidature suprême, était prise dans les rêtes des pressions du père ou de la mère. Camille Claudel a gagné l'immortalité, c'était l'auto-engendrement, mais malgré tout ça tenait la route. Nous, on connaît tous, dans nos établissements publics, des gens qui sont morts après 30 ou 40 ans d'hospitalisation, qui sont morts chez nous, qui n'ont pas eu de cénopathe. On les a mis dans le cimetière des fous. Je pense à Navarre où j'habitais, mais il est vrai qu'il suffisait de les toucher un petit peu quand ils attendaient depuis 20 ans devant le pavillon Béard, se rappellera sûrement Georges Zimra, attendaient que leur petit cercle l'arrivée du bus. Ils étaient convaincus qu'on viendrait un jour les chercher et qu'on leur donnerait l'immortalité. Camille Claudel a attendu 30 ans, elle est morte à Montberg, mais elle a l'immortalité depuis quelques mois, puisqu'on vient de transférer ses statues du musée Rodin au musée de Nogent-sur-Seine, sur les lieux de son enfance. Et donc elle a acquis l'immortalité. Et pourtant Horatio disait à Artémisia, tu veux du bonheur tout de suite ici-bas, tu veux être heureuse. Elle venait d'être violée par le copain de son père, on l'avait obligé par convention à se marier avec son violeur, sinon c'était la boutique de son père qui s'écoulait. Son père l'a pillée jusqu'au moment où elle a pris sa revanche et elle est devenue ce qu'elle est devenue, la première femme peintre, un petit peu derrière, je ne me rappelle plus de son nom, enfin, Léonard de Vinci, il y a quelque chose de tout à fait faramineux. Et Camille Claudel a gagné l'immortalité contre sa mère, là où Artémisia l'a gagné contre son père. Il y a des aspects comme ça où on parle d'auto-engendrement, parce que toutes les statues de Camille peuvent relever de ce pictogramme. L'auto-engendrement, il n'était pas paranoïaque. Mélangeons pas l'amour et la géographie. L'auto-engendrement d'un génie avec la paranoïa, c'est un autre registre. Mais nous, dès qu'on a quelque chose comme ça, chez nous à Villévrard, on parle de paranoïa. Bon, il n'y a qu'un gars comme Zaguri pour s'opposer à ce genre d'appellation. Je veux dire, c'est quand même difficile. Voilà ce que je voulais vous dire en tout cas. Merci beaucoup.